L'une des principales raisons pour lesquelles il existe des organismes vivants sur notre planète, c'est l'immense quantité d'eau liquide dans l'océan mondial. En nous basant sur les recherches concernant la Terre, nous pouvons supposer que les êtres vivants y sont apparus il y a environ 3,5 milliards d'années. Si nous parlons d'autres planètes où la vie pourrait exister, nous regardons d'abord s'il y a de l'eau liquide. Sa présence augmente la probabilité que la planète soit habitable. Au cours des 30 dernières années, les chercheurs ont découvert des exoplanètes dont le nombre dépasse 5000. Il convient également de mentionner la Super-Terre, sur laquelle existe un immense océan liquide. C'est de cet objet que nous allons parler plus en détail. Comment avons-nous pu découvrir cette Super-Terre ? Et comment avons-nous appris qu'elle contient une énorme quantité d'eau ? Comme on pouvait s'y attendre, une question importante intéresse les scientifiques à propos de cet objet. Est-il possible que des organismes vivants y existent ? Le nom de cette exoplanète est Transiting Exoplanet Survey Satellite Object of Interest, 1452b. Elle se trouve dans la constellation du Dragon, et sa distance par rapport à la Terre est d'environ 100 années-lumière. Cette exoplanète a été détectée pour la première fois par le satellite de la NASA, nommé Transiting Exoplanet Survey Satellite, conçu pour étudier les exoplanètes en transit. Le satellite a commencé sa mission en 2018. Son champ d'action est assez vaste. Par exemple, celle de Kepler était 400 fois plus petite. Transiting Exoplanet Survey Satellite utilise la méthode du transit dans son travail. Qu'est-ce que la méthode du transit ? Elle est considérée comme la méthode optimale utilisée pour détecter les exoplanètes. Au moment où la planète passe devant son étoile parente dans notre champ de vision, on observe une chute brutale de la courbe de lumière si l'on regarde le graphique. En étudiant la courbe de lumière de l'étoile parente, les scientifiques peuvent déterminer si elle est entourée de planètes. On peut au moins estimer la taille, la masse et la période de la planète en analysant la courbe de lumière. TESSA détectait l'exoplanète Touay 1452b pendant qu'elle tournait autour d'une naine rouge, formant ainsi une paire binaire rapprochée. La combinaison de lettres Touay signifie un objet qui intéresse TESS. Dans ce cas, nous faisons référence à l'étoile principale, la naine rouge. La combinaison de chiffres 1452 indique le numéro cible qui est mentionné dans le catalogue. La lettre B, placée à la fin, nous indique que cette exoplanète est la première découverte autour de cette étoile. Autrement dit, nous pouvons dire que Touay 1452b est la première exoplanète de cette étoile dont nous avons eu connaissance. En nous basant sur les données obtenues par Transiting Exoplanet Survey Satellite, nous pouvons également dire que le niveau de luminosité y diminue tous les 11 jours. À partir de cela, nous pouvons supposer que Touay 1452b effectuait une rotation autour d'un objet qui fait partie d'un système binaire de naines. La distance entre les étoiles doubles est d'environ 97 unités astronomiques. Transiting Exoplanet Survey Satellite voit ces deux étoiles comme un seul objet. Les observations de l'Observatoire canadien Mount Mégantic sont devenues importantes pour nous. Sa caméra PESTO a séparé les deux étoiles l'une de l'autre, ce qui a permis de découvrir que la rotation de l'exoplanète se fait autour de l'étoile la plus grande. Regardez attentivement cette image du document de recherche. Vous pouvez remarquer que la caméra de l'observatoire, grâce à une résolution plus élevée, montre précisément deux étoiles. Les conclusions des chercheurs du Canada ont été confirmées quelque temps plus tard par leurs collègues japonais. Puisque l'existence d'une exoplanète avait été prouvée, il était alors possible de passer à l'étude des caractéristiques physiques de l'objet. Si nous parlons de la quantité de lumière reçue émise par l'étoile, plusieurs facteurs l'influencent. La taille de l'objet en mouvement joue ici un rôle déterminant. Au cours de l'étude de la diminution de la lumière, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que nous avons affaire à une super-Terre qui orbite autour de Transiting Exoplanet Survey Satellite Object of Interest 1452. Une super-Terre est plus d'une fois et demie plus grande que la Terre. Comme nous l'avons mentionné précédemment,
Tous les 11 jours, on observe un changement brusque du niveau de luminosité. En conséquence, l'exoplanète effectue une révolution autour de son étoile principale, Transiting Exoplanet Survey Satellite Object of Interest, 1452 en 11 jours terrestres sans... Notre planète met 365 jours pour faire une révolution orbitale complète. Le temps que met Transiting Exoplanet Survey Satellite Object of Interest, 1452b, pour accomplir une révolution orbitale est donc très court. Cela s'explique par le fait que l'exoplanète elle-même se trouve à une courte distance de son étoile principale. La température et la luminosité de cette étoile sont très faibles, si on les compare à d'autres étoiles principales, même à notre Soleil. L'exoplanète se trouve dans la zone tempérée de son étoile. Les indicateurs de température sont à un niveau qui permettrait à Transiting Exoplanet Survey Satellite Object of Interest, 1452b, d'avoir de l'eau liquide. Cela signifie qu'il y a une chance que des organismes vivants existent sur l'exoplanète. Il est possible que cet objet cosmique soit devenu encore plus intéressant après des études plus détaillées de ses propriétés. Il était également important de déterminer la masse de l'exoplanète. Pour connaître cet indicateur, les scientifiques ont décidé d'utiliser la méthode des vitesses radiales. Lorsque la planète effectue une rotation orbitale, une interaction gravitationnelle s'établit entre elle et l'étoile. Pour cette raison, l'étoile n'est pas dans une position statique. Elle se déplace généralement selon une petite trajectoire qui ressemble à un cercle. C'est une réaction à l'influence gravitationnelle de la planète. Ce fait est important pour la méthode des vitesses radiales. Le fait que l'étoile oscille influence le spectre lumineux, et c'est ce que nous observons à distance. Le spectre d'une étoile qui s'approche se déplace vers le bleu, tandis que si l'astre s'éloigne, il se déplace au contraire vers le rouge. L'analyse spectrale nous aide à savoir à quel point l'interaction gravitationnelle entre l'étoile et la planète est forte. On peut également déterminer la masse de l'objet. À la suite de ces recherches, nous avons découvert que la masse de TOEI 1452b dépasse presque 5 fois celle de la Terre. La densité de la planète a également été déterminée. Elle a été calculée à partir de sa taille et de sa masse. Sa valeur est de 5,6 grammes par centimètre cube. C'était une découverte inattendue, car la densité de la Terre est presque la même. 5 grammes par centimètre cube. Pourquoi cela a-t-il été une surprise ? En fait, la densité indique la quantité de matière dans un volume constant. Comme nous l'avons déjà mentionné, TOEI 1452b a une masse environ 5 fois supérieure à celle de notre planète et est 2 fois plus grande en taille. Dans le même temps, la densité de l'exoplanète et celle de la Terre sont en fait identiques. La Terre est principalement composée de roches et de métaux. Mais TOEI 1452 avec de telles caractéristiques devrait contenir des matériaux plus légers. Les scientifiques ont cherché une explication à cette situation. Pour cela, ils ont modélisé l'intérieur de l'exoplanète en se basant sur ce graphique. Les courbes qui montrent la composition de différentes exoplanètes en fonction de leur taille et de leur masse. De telles courbes ont été obtenues à la suite de l'étude de la structure interne de ces planètes lors de différentes recherches. Si nous regardons la courbe de TOEI 1452b, nous verrons que cet objet appartient soit aux planètes telluriques avec une fine couche d'eau, soit à une planète aquatique dont la partie composée d'eau représente 25% de la masse. En comparaison, l'eau terrestre représente moins de 1% de la masse totale. Si les calculs des scientifiques sont exacts, la composition de TOEI 1452b serait plutôt similaire à celle d'Europe, satellite de Jupiter. On pense que cet objet est rempli d'eau. Les hypothèses de l'étoile selon lesquelles des mondes aquatiques existent ont été avancées par les astronomes depuis plusieurs décennies. Et maintenant, TOEI 1452b est devenu le premier objet qui pourrait correspondre à la définition d'un monde aquatique. Nous ne pouvons pas encore dire avec certitude la composition de cette exoplanète. Le télescope James Webb peut nous aider à résoudre ce problème. Il est capable d'analyser les variations du spectre lumineux provenant de l'étoile au moment où il interagit avec l'atmosphère de la planète. Ainsi, il est possible de déterminer la composition de l'atmosphère de l'exoplanète. De plus, Webb nous aidera à savoir s'il existe réellement des organismes vivants sur la lointaine TOEI
I 1452b. Notre univers est plein de mystères et d'énigmes, et beaucoup de règles établies peuvent simplement ne pas fonctionner dans certaines parties de l'univers. Le scientifique Arthur Hogg a découvert en 1950, dans les vastes étendues de l'espace, une structure inhabituelle. À l'intérieur d'une galaxie, il y avait une autre galaxie dans laquelle, comme une poupée russe, il y en avait encore une autre. Comment un tel objet a-t-il pu se former? En existe-t-il d'autres similaires? Cette galaxie inhabituelle porte le nom d'objet de Hogg, en l'honneur d'Arthur Hogg qui l'a découverte. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'un vestige d'une explosion de supernova qui avait également touché notre galaxie. Cependant, des études ont ensuite été menées sur le niveau de radiation de cet objet. Il s'est avéré que, alors que le diamètre de notre galaxie est de 105 700 années-lumière, la 600 millions d'années-lumière, autrement dit, cette structure n'appartient certainement pas à notre galaxie. L'Arthur Hogg, mentionné ci-dessus, a avancé l'hypothèse qu'il s'agit ici d'une lumière déformée par effet de lentilles gravitationnelles qui forment un anneau autour des étoiles. Cette hypothèse n'a pas été confirmée. Il s'est avéré que l'objet de Hogg appartient aux galaxies annulaires. De tels objets dans l'univers représentent un minimum de 0,1% du nombre total. Une autre galaxie entoure la galaxie centrale, et il y en a encore une autre entre elles. Suite. On obtient ainsi une sorte de poupée russe composée de 3 galaxies. Le diamètre de la galaxie centrale, qui est également considéré comme le noyau de tout l'objet, atteint 17 000 années-lumière. L'anneau a un diamètre intérieur d'environ 80 000 années-lumière, tandis que le diamètre extérieur est de 127 000 années-lumière. Comment peut-il y avoir une galaxie dans une autre, puis encore une autre à l'intérieur ? À ce sujet, les chercheurs n'ont pas encore d'avis unanime. La première hypothèse affirme qu'une galaxie peut traverser la partie centrale d'une autre galaxie, plus grande et plate. À ce moment-là, les étoiles de la plus grande galaxie seront attirées par celles de la plus petite. Cette dernière traverse complètement l'autre galaxie et en ressort, laissant derrière elle des étoiles. Sous l'effet de la force gravitationnelle, certaines de ces étoiles se mélangent entre elles, d'autres sont repoussées vers les bords, ce qui a conduit à la formation d'un anneau particulier d'étoiles. Cette version pourrait expliquer la nature d'autres galaxies, en forme d'anneaux. Cependant, avec l'objet de Hogg, tout est beaucoup plus compliqué. Les chercheurs n'ont pas pu trouver de preuve qu'il ait jamais été en collision avec d'autres galaxies. Il existe une autre version. Elle affirme que l'objet de Hogg est apparu grâce à 2 galaxies satellites distinctes. L'une d'elles est devenue l'anneau et l'autre le noyau. Cette théorie pourrait également expliquer pourquoi la couleur de ces 2 parties est différente, car il s'agirait alors d'objets d'origine différente. Si cette version était vraiment vraie, nous aurions remarqué autour des amas de gaz allongés des queues de marée. Les scientifiques n'ont rien observé de tel, mais même cela ne peut pas complètement rejeter cette théorie. Les queues auraient simplement pu se fondre avec l'anneau ou simplement se disperser avec le temps. Il existe encore une 3e explication. Selon cette explication, cette galaxie était d'abord une spirale barrée. Des étoiles très lumineuses du centre traversaient le milieu de la galaxie. C'est à partir de ces barres que naissent les bras spiraux. Il est possible que la barre qui atteignait le noyau ait vu sa structure se désintégrer. En conséquence, 2 bras ont formé un anneau autour du noyau. Cette version présente aussi des zones d'ombre. Par exemple, le centre d'une telle galaxie devrait être plat, mais le noyau de l'objet de Hogg ne l'est pas. Reste aussi la question, pourquoi le noyau et l'anneau ont-ils des couleurs différentes ? Comment atteindre la vérité ? Analysons les traces d'hydrogène moléculaire. On le sait, il existe bien plus d'objets imbriqués à l'échelle planétaire. Disons que Kepler 70 auparavant, par ses caractéristiques, ressemblait beaucoup à notre Soleil. Il y a environ 20 millions d'années, cette étoile a subi des transformations, une augmentation de taille, ce qui a fait de Kepler 70 une géante rouge. Cette étape s'est aussi achevée pour l'étoile. Il s'est avéré qu'à l'intérieur de Kepler 70, 2 planètes étaient présentes.
aucune n'a subi de dommages importants, bien qu'El-Sotin ait resté dans l'étoile pendant des millions d'années. Les objets découverts ont été nommés Kepler 70b et Kepler 70c. Ils étaient en à peine plus petits que la Terre. La masse de la première planète représentait 76% de celle de la Terre, et celle de la seconde, 87%. Par leurs caractéristiques externes, Kepler 70b et Kepler 70c ressemblaient un peu plus au noyau de Jupiter. Au cours de recherches ultérieures, les scientifiques ont découvert qu'autrefois, ces deux objets faisaient partie d'une planète géante. Lorsque Kepler 70 s'est transformée en géante rouge, elle a détruit l'enveloppe gazeuse de la planète, dont le noyau s'est divisé en deux parties, qui ont d'abord été considérées comme des planètes. Une situation similaire peut être observée dans la constellation du microscope. À une distance extrêmement proche de l'étoile Henry Draper, 203 939, se trouve une exoplanète. Lorsque cette étoile était une géante rouge, sa taille était plus grande. Par conséquent, l'exoplanète aurait dû être engloutie à plusieurs reprises. Si cela ne s'est finalement pas produit, cela signifie qu'à ce moment-là, la distance entre Henry Draper, 203 939, et l'exoplanète était plus grande. Après que l'étoile se soit débarrassée de son enveloppe, les forces de marée ont forcé l'exoplanète à se rapprocher de Henry Draper 203 939. Il existe une autre version. Selon celle-ci, cette étoile n'est pas encore passée à l'état de géante rouge, ce qui signifie que l'exoplanète sera absorbée et détruite. Un phénomène plus courant concerne les étoiles qui fonctionnent à l'intérieur d'une autre étoile. Les scientifiques Kip Thorne et Anna Jitkov en ont parlé pour la première fois en 1975. Les géantes rouges, lorsqu'elles entrent en collision avec des étoiles à neutrons, ont de fortes chances de les absorber. En 2014, des chercheurs ont découvert une étoile matrioshka nommée HV 2112. Elle se trouve dans la région du petit nuage de Magellan et est située à 200 000 années-lumière de la Terre. Une telle étoile peut être appelée un objet de Thorne-Jitkov. Cependant, avec HV 2112, tout n'est pas si simple. Il existe des études qui contestent une telle structure de l'objet. Il existe également des objets similaires à des poupées russes dans le système solaire, et nous n'avons pas besoin d'aller loin, tout est près de nous, sur Terre. Il s'agit de la météorite LEP 02342, dont la chute a eu lieu dans la région du pôle Sud. Au cours des recherches, de petites particules d'un diamètre de 0,1 mm ont été découvertes à l'intérieur de la météorite. Ces inclusions étaient composées d'oxydoparote et d'oxygène moléculaire sous une forme atypique de deutérium, d'azote et d'hydrogène lourd. Aucun autre objet ayant jamais percuté la Terre n'avait une composition similaire. L'ensemble des éléments ressemble davantage à la composition d'une comète. Il est tout à fait possible qu'il s'agissait d'une comète, à un stade précoce de sa formation, se trouvant à l'intérieur de la météorite. Puisque l'origine de ces objets est différente, leur composition sera également différente. Les météorites sont ces objets pour ceux qui se sont écrasés sur la Terre et y sont restés. Dans la plupart des cas, il s'agit de fragments d'astéroïdes. Il n'est encore jamais arrivé que des comètes où leurs fragments entrent en collision avec la Terre. En revenant à la météorite LEP 02342, on peut supposer qu'une comète est entrée en collision avec un astéroïde. Il est possible qu'à ce moment-là, environ 3 millions d'années se soient écoulées depuis la naissance du Soleil. Des objets comme les astéroïdes et les comètes étaient alors au stade initial de leur formation. Beaucoup d'entre eux étaient détruits, lors de collisions les uns avec les autres, tandis que certains fusionnaient pour ne former qu'un seul corps. C'est peut-être l'explication pour les 02342. L'univers n'a pas encore révélé tous ses secrets, et on ne sait pas s'il les révélera un jour. À chaque fois, nous découvrons de plus en plus d'objets étonnants. Un immense océan sans fin, où l'eau bouillonne à une température très élevée et ne se calme jamais, même une seconde. En plus de tout cela, un épais mur de brouillard plane au-dessus de l'océan, ce qui fait qu'on ne peut pratiquement rien distinguer. La lumière de l'étoile principale est assez faible, et en plus elle atteint à peine la surface à cause des nuages très denses. Il est à peine possible de remarquer ici l'alternance du jour et de la nuit. Encore une fois, c'est à cause des nuages. Le matin arrive lorsque l'obscurité totale se transforme en un voile de nuages grisâtres.
La structure interne de l'objet est composée d'une couche océanique, sous laquelle se trouve un noyau constitué de glace brûlante. Cette description intrigante reflète probablement avec précision ce qui se passe sur la planète Gliese 1214b. Quel secret cache-t-elle donc ? Les scientifiques ont longtemps débattu de la probabilité de l'existence de planètes dont la surface serait entièrement composée de glace. La première justification théorique est apparue dans les années 1970. À la même époque, il a été confirmé que la fonte de la glace d'eau pouvait commencer sous l'effet des forces de marée et de la désintégration radioactive à l'intérieur des planètes. Il est très probable que cela se produise sur les satellites de Saturne et de Jupiter. Un océan infini pourrait s'y former. Mais en raison de la grande distance de ces objets, leur surface est recouverte d'une couche de glace. La planète Océan, par ses caractéristiques, n'est pas identique aux satellites de Saturne et de Jupiter. On considère que l'océan sur de telles planètes constitue la couche supérieure, et sa profondeur dépasse généralement 100 km. En 2004, le scientifique français Christophe Sautten et ses collègues ont calculé théoriquement les processus évolutifs sur de telles planètes. Ils ont élaboré une théorie selon laquelle, si la masse de la planète est 10 fois supérieure à celle de la Terre, elle est entourée d'un nuage de gaz et de poussière qui, à son tour, favorise une attraction plus forte de la planète pour des éléments tels que l'hydrogène et l'hélium. Progressivement, la planète devient une géante gazeuse. Si l'excès est compris entre 6 et 8 masses d'encre terrestre, la composition sera constituée d'une quantité à peu près égale de glace et de roches. Disons que sur Terre, la quantité d'eau par rapport aux différentes roches représente une infime partie. C'est 0,025%. Si l'étoile principale est trop éloignée de l'orbite de la planète, sa surface sera alors recouverte d'une épaisse couche de glace. Au cœur même, une désintégration radioactive peut commencer, ce qui transformera une partie de la glace en liquide. En conséquence, un océan interne apparaîtra. Cependant, de l'extérieur, nous ne pourrons pas le détecter. Nous verrons une planète entièrement recouverte de glace. Dans le cas où la distance jusqu'à l'étoile principale est relativement faible et que la planète se trouve dans la zone habitable, toute la surface sera un océan formé par la fonte de la glace. On suppose que la profondeur d'un tel océan dépasse 100 km. La pression y est généralement d'environ 1000 de l'atmosphère. Cette valeur peut varier sous l'influence, par exemple, de la température. Sous l'influence de tels facteurs, des formations de glace assez inhabituelles apparaissent. Elles conservent en leur état solide même lorsque la température augmente. La masse de ces formes de glace est supérieure à celle de l'eau à l'état liquide. C'est l'une des différences Walk-Yarn avec la glace ordinaire. Par exemple, une telle glace forme une couche au fond de l'océan qui s'est constituée autour d'un noyau plus massif. Pendant longtemps, ce n'était que des suppositions. Cependant, à 42 années-lumière de la Terre, une étoile à faible luminosité a été observée. Son nom est Gliese 1214. Grâce à elle, les scientifiques ont pu vérifier ces hypothèses en pratique. L'étoile était une naine rouge. Si on la compare au Soleil, le diamètre de ce dernier est 5 fois plus grand. La masse du Soleil est supérieure de 84,3% à celle de Gliese 1214. De plus, le niveau de luminosité du Soleil est 300 fois plus élevé. La température de Gliese 1214 est d'environ 2700 degrés Celsius. Après avoir pris connaissance de ces données, on peut tout à fait logiquement conclure que nous avons affaire à une naine rouge tout à fait ordinaire. Cependant, ce n'est pas si simple. En 2009, il a été découvert qu'il y a une seule planète près de Gliese 1214 appelée Gliese 1214b. La masse de cette planète dépasse celle de la Terre de 6,5 fois, bien que son diamètre soit 2,5 fois plus grand que celui de la Terre. La densité moyenne de Gliese 1214b est de 1870 kg par mètre cube.
Un tel indice indique que la planète ne peut pas être principalement composée de roches et de métaux. Il est donc tout à fait probable que 75% de la planète soit constituée d'eau et de glace d'eau, et que 25% soient des roches plus lourdes. Il s'avère donc que Gliese 1214b peut être considérée comme une planète océan. La distance entre la planète et son étoile principale est de 0,014 unités astronomiques, soit 2 millions de kilomètres. Cela est considéré comme une courte distance. Le coefficient de compression de l'excentricité de l'orbite est de 0,27. On peut le considérer comme élevé. Au périhélie, la planète est 2 fois plus près de son étoile qu'à l'aphélie. La rotation orbitale de Gliese 1214b prend environ 35 heures terrestres. Bien que Gliese 1214 ne soit pas une étoile très brillante, surtout comparée au Soleil, Gliese 1214b se trouve très près de son étoile mère. La planète possède des conditions climatiques assez chaudes. La température approximative sur la planète atteint jusqu'à 120 degrés Celsius. Si l'albédo est encore plus faible, cette valeur peut même atteindre 280 degrés Celsius. Les scientifiques peuvent étudier l'atmosphère grâce aux méthodes de spectroscopie, car l'orbite de la planète traverse le disque stellaire. Pour le moment, certaines contradictions ont été trouvées dans les études menées. L'atmosphère de Gliese 1214b serait dominée par la vapeur d'eau et contiendrait moins de gaz si c'était une planète océan. Néanmoins, lors des recherches spectroscopiques, ces éléments n'ont pas été détectés. L'eau, le dioxyde de carbone, l'hydrogène, l'hélium, l'ammoniac, et ainsi de suite. Il est possible qu'il y ait une couche supérieure dans l'atmosphère qui empêche les scientifiques de déterminer ce que contient réellement l'atmosphère. Gliese 1214b. Les processus qui se déroulent sur Gliese 1214b peuvent être comparés à une immense machine à vapeur. Dans les couches inférieures, la pression atmosphérique est probablement environ 15 fois supérieure à celle de notre planète. L'atmosphère et l'océan de Gliese 1214b sont en état d'équilibre thermodynamique. Pour cette raison, la frontière entre eux semble assez floue. La densité dans les couches supérieures de l'océan correspond en fait à celle de l'eau chaude et bouillonnante. La pression augmente en descendant dans l'océan. Les valeurs peuvent être tellement énormes qu'à un certain moment, l'eau ne pourra tout simplement plus rester à l'état liquide, même à des températures élevées. Ainsi se forme la couche inférieure de glace dans l'océan, épaisse d'environ 5000 km. C'est ici que se trouve la plus grande partie de l'eau de Gliese 1214b. Sous la couche de glace se trouve un noyau composé de métaux et de roches. Comment ça se passe là-bas avec les êtres vivants ? Quelle était la probabilité que la vie y apparaisse ? La probabilité d'un tel développement est faible. Dans la composition de l'eau des océans de ces planètes, il n'y a pas une quantité optimale de micro-éléments pour que d'éventuels organismes vivants puissent pas mener une activité vitale normale. Même si parfois des météorites s'écrasent à la surface de ces objets, les éléments n'atteignent pas une diversité suffisante. Les planètes océaniques, elles sont des objets assez intéressants, qui continueront d'être étudiés.